Salut, c'est JB. Je vais vous présenter dans mon film ma traversée des Pyrénées que je fais de la Méditerranée à l'Atlantique par la haute randonnée des Pyrénées, HRP. Je la fais sur 2 ans, travail oblige. Après avoir préparé mes affaires en faisant bien attention au poids, je me mets enfin en chemin, où je ferai un arrêt des plus agréables pour rendre visite à mes nièces. Puis je rejoins mon point de départ de cette haute randonnée des Pyrénées, Banyuls au bord de la Méditerranée. Je marcherai en direction de l'océan jusqu'à la ville d'Hendaye. Et comme je randonne sur 2 ans, pour cette première année, je m'arrêterai tout simplement où je serai au bout de 3 semaines et demie. Banyuls-sur-Mer, 6 mètres. Donc, ça y est, c'est la symbolique, parce que là, je quitte la route goudronnée pour aller sur sentier. Ça y est, on a pris un petit peu de hauteur, donc là on voit Banyuls au loin avec la mer Méditerranée, et bien sûr, les vignes qui font le bon vin de Banyuls. Des débuts difficiles. Donc ça y est, ça fait à peu près 3 heures que je suis parti, mes chaussures sont neuves, donc il s'est passé ce qu'il devait se passer, hein. Les premiers points de frottement, donc il va falloir que je sorte mon arme secrète, la double peau avec le sparadrap par-dessus. Dans les trucs un peu galères, au fait, en arrivant en Pertus, je me suis trompé parce que j'avais pas la bonne carte espagnole. Du coup, j'ai voulu couper. Et en fait, j'ai dû passer un premier grillage, donc j'ai pas filmé. Et là, c'est le deuxième, et c'est assez galère. Je suis au bord de l'autoroute. Mais bon, je pense que là, je devrais. Mais heureusement, au Pertus, il y a du réconfort. J'entendais du bruit autour de la tente, donc je pensais qu'il y avait quelqu'un qui tournait. Quand je suis sorti, j'ai vu des gros animaux, genre je pense sangliers, qui sont partis en me voyant. Et j'espère qu'ils vont pas revenir, hein. Ce midi, j'ai pas fait attention, j'ai allongé mon sac qui appuyait sur la tétine et la poche à eau s'est vidée. Comme on peut voir ici, la terre est humide. Attention, on va pas dans la... Top. Non. Finalement, les chevaux sont partis, bien que j'entende encore un petit peu le son de leur cloche là au loin, hein. Et hormis un cheval qui a tenté de me foncer dessus pour une raison que j'ignore... Ah merde, il y en a un qui revient là. Ah putain, ils vont me faire chier toute la nuit. Il a une bistouquelle celui-là, donc c'est le mal. Ah il y en a d'autres encore. Ah non, ils sont pas partis alors. Je m'étais rendu compte que j'avais loupé le GR, donc j'ai voulu récupérer. J'ai fait 100 mètres de dénivelé dans les ronces. Donc je me suis griffé de partout et résultat je peux pas aller plus loin. Donc j'ai fait demi-tour, je suis en train de redescendre et je reviendrai au point de départ. Les premiers jours, on monte légèrement au-dessus des 1000 mais on descend aussi en dessous. D'où une végétation avec des feuillus sans grande vue exceptionnelle. Mais heureusement, avec le Canigou et le Carlite, enfin de vraies montagnes en perspective. Et non, le Canigou n'est pas du pâté pour chien, mais bien une montagne des Pyrénées-Orientales en plein pays catalan. Le Canigou, devant nous, on le sent majestueux, à côté des montagnes voisines qui le dominent. Mais avant de m'attaquer au Canigou, je m'accorde une petite pause bien méritée à Mély-les-Bains, l'occasion de découvrir cette jolie station thermale traversée par le Tech en fond de vallée. J'en profite pour faire un ravitaillement de rigueur afin d'assurer une autonomie de 4 à 5 jours. Mais au fait, je mange quoi en randonnée? Donc des chips, de la viande achetée chez un petit producteur local, du pain, et pour le dessert, du chocolat très important pour le moral, et ou des fruits secs. Pour reprendre des forces en cours de route, rien de tel que des fruits séchés. J'essaie de privilégier des aliments qui font au moins 2000 kJ au 100 g. J'ai des lentilles de corail avec des pois cassés, ici de la semoule avec de la polenta, et bien entendu je mélange le tout avec de la bonne soupe, je mets de l'huile qui procure beaucoup d'énergie, j'agrémente avec du sel, et franchement le tout est vraiment plutôt pas mauvais après une bonne journée de marche. Et maintenant que j'ai fait le plein d'énergie, revenons à notre randonnée. À nous le Canigou et ses beaux sentiers, enfin... si les vaches veulent bien me laisser passer. J'ai réussi à en doubler 2-3, je progresse. Mais à ce rythme là, je suis pas arrivé, hein. Sur les balcons du Canigou, vue splendide.
Comme je suis déjà monté plusieurs fois sur le pic du Canigou, je décide de l'observer en le frôlant par la crête du Barbet. Si le paysage est très beau, je suis attristé de voir les traces de son glacier disparu en 2003. Puis le col passé, j'attaque ma descente. C'est un réconfort, car depuis mon départ, même si j'ai vécu quelques moments difficiles à la mise en route, je me réjouis à la vue de cette première haute montagne qui en annonce bien d'autres. Bon bah voilà à quoi je ressemble pour faire mes prises de vue frontales. On peut pas s'étonner d'ailleurs s'il y a des plans un peu de travers. Et franchement, j'ai vraiment l'air d'un guignol. J'en ai vraiment pris plein les yeux et c'est le moral regonflé à bloc par l'altitude enfin trouvée après une semaine de marche que j'évolue d'un pas décidé dans des sentiers en balcon. Je rejoins comme l'appelle mon topo guide, les plateaux d'altitude, uniques en leur genre dans les Pyrénées. Mon itinérance m'amène en Espagne, mais j'y reviendrai souvent car la haute randonnée des Pyrénées oscille continuellement entre les deux pays. Et là, à la vue de cette première incursion, les montagnes ici n'ont rien à envier au côté français. Je me régale d'un parcours de crête avec vue panoramique de part et d'autre, ponctué d'un passage par plusieurs pics. Comme ici, le pic de Noufon à 2861 mètres. Une fois les hauteurs délaissées, la descente dans les fonds de vallon prend des allures bucoliques. L'eau et la végétation sont loin de me laisser indifférent. Toutefois, si ces paysages font rêver, un fort dénivelé dans les cailloux avec un sac de 18 kg sur le dos n'est pas toujours suffisant pour les mériter. De temps à autre, les kilomètres sur route bitumée font aussi partie du lot. Je dirais que j'ai de la chance parce qu'il est encore relativement tôt, il n'est pas encore 8 heures et le soleil ne tape pas très fort. Rectification, finalement ça sera plus d'une heure de marche sur la route et ce coup-ci là je suis en plein soleil. On y est, face au Carlite, donc on va monter tout là-haut sur le versant est. Lors de mon ascension, je me dis que si le Canigou est connu d'un large public, j'ai pu constater que le pic Carlite l'est dans une moindre mesure. Sans doute le Canigou a réussi à lui voler la vedette car il est visible depuis la côte. Quoi qu'il en soit, le Carlite marque dans mon périple l'apparition des lacs de montagne, ingrédient supplémentaire qui ne manquera pas par la suite, ajoutant au passage une touche d'émerveillement à la contemplation de ces paysages féeriques. Un point clé, c'est le passage au fait entre le versant est où on a fait l'ascension et le versant ouest où on va redescendre. Et là, je sais qu'il y a des passages qui vont être délicats avec un sac à dos lourd parce que les pentes sont raides et il y a pas mal de cailloux. Je suis sur le point de quitter les Pyrénées-Orientales. La traversée de ce département m'aura appris que les Pyrénées sont riches en abris libres d'accès. Et à force de les voir sur mon chemin, je me suis laissé tenter par le confort qu'ils procurent. À savoir, passer de temps en temps une nuit entre 4 murs sans avoir à monter la tente. Certains sont grand confort car équipés d'une table et de bancs. D'autres sont plus spartiates mais sains, comme ici à la petite cabane de Cortal Rosso, où je ressentis pour la première fois la solitude de façon intense. La nuit a néanmoins ce pouvoir de réparer les petits maux du corps et de l'esprit. Je suis confiant, demain tout ira mieux. Sur ce, bonne nuit. Émerveillement et difficultés grandissantes. Voilà des ressentis dignes de montagnes de caractère. Ainsi, dans les prises de venue à venir, nous rentrerons dans le département de l'Ariège. Nous en sortirons rapidement pour traverser la partie nord de l'Andorre. Suite à quoi, nous serons à nouveau en Ariège, où nous rejoindrons les versants espagnols. À la petite commune de l'Hospitalet près l'Andorre, à la fois trop tard et trop fatigué pour entamer la prochaine étape, je loue une chambre en gîte. L'occasion de ravitailler pour les prochains jours et de reprendre des forces. J'ai craqué, je me suis acheté un pot de Nutella. Ça faisait des années que je n'avais pas fait. Et après l'effort comme ça, franchement, c'est trop bon. Et maintenant, place à la montagne et à ses lacs. Les Pyrénées ariégeoises débutent avec l'étang de Pédorès et sa cascade. L'étang de Coire. Petit étang sans nom sur la carte IGN. L'étang de l'Alpe.
l'Estagnol et sa magnifique cascade. Les deux étangs de Fontargent. La nature offre bien des merveilles, mais derrière cette magnificence se cachent parfois quelques dangers lorsque la situation m'échappe. Comme ici, en Andorre, où je démarre la journée aux premières lueurs du jour pour passer le col de Méners à 2725 mètres avant les averses orageuses annoncées pour midi. Bon ben ça me plaît vraiment pas du tout là en fait. Hein. Je pense qu'il va falloir faire vraiment très vite. L'inconvénient, c'est qu'avec l'orage, même les chemins se transforment en ruisseaux. Bon, il va falloir y aller maintenant. En fait là il y a un orage qui tombe. Bah, d'ailleurs on l'entend là, il vient, il repart. Et donc j'ai trouvé un abri juste avant de passer le pic, qui est genre abri de berger. Et je sais pas quelle est la bonne solution. S'il vaut mieux passer le pic et redescendre, avant que l'orage soit vraiment bien là, ou s'il vaut mieux rester dans l'abri sachant qu'il est en altitude et en cas de foudre, je sais pas si je suis vraiment protégé ou pas. Finalement je suis resté dans l'abri de berger pendant à peu près 1 heure et j'ai décidé de sortir et j'ai fait 2-3 heures de marche vraiment sous une grosse pluie et puis toujours un peu d'orage. Et je suis arrivé donc au refuge de Sortagne qui est un refuge privé où je me repose hein, et j'en profite pour faire sécher un petit peu les affaires. Et en attendant je vais poursuivre donc ma randonnée avec mes chaussures toutes mouillées. Et puis mon linge qui sèche à l'extérieur de mon sac, sachant que tout est mouillé également à l'intérieur du sac. Il est temps de me mettre en chemin. Cet orage m'a rappelé à quel point je suis vulnérable face à la grandeur et la puissance des éléments naturels. Je me dois donc d'être prudent. Surtout qu'en Ariège, les sentiers se transforment en champs de rochers mal agencés et les pentes s'accentuent. En plus, j'ai voulu seul, à l'écart des sentiers de grande randonnée fréquentés, sans couverture mobile pour appeler les secours. Mais nous y trompons pas, c'est aussi cette authenticité que je suis venu chercher et je la savoure à chaque instant. Après l'effort, la récompense. Ici l'Andorre. Et là la France. Bienvenue à la maison. Et une fois du côté français, voilà mon sentier. Ou du moins ce qui s'apparente à un sentier. L'étang de Fourca avec son refuge. What a wonderful world. Les lacs de Romedo en Espagne.
myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Orientation et fin dans une ambiance minérale au pays des géants. Notre route se poursuit en Espagne, que nous privilégierions car moins rude que le versant ariégeois au nord. Nous côtoierons tout de même le pic Aneto, point culminant de la chaîne des Pyrénées, avant d'achever notre course à Bagnères-de-Luchon en Haute-Garonne. L'orientation, niveau débutant, les panneaux. Là je suis dans la merde parce que je suis vraiment perdu de chez perdu. Mais heureusement, hein, le chemin est indiqué. Comme ça, si j'étais pas perdu, au moins, avec toutes ces pancartes, je serais perdu. L'orientation, niveau initié, les cairns. Et un cairn, justement, en voici un. C'est ce petit amas de pierre qui montre le chemin. Et quand je regarde autour de moi, je me dis, mais où aller? Et heureusement, même petit, on les remarque. Et du coup, j'ai juste à me rendre au prochain. Et de ce cairn-là, je regarde à nouveau autour de moi. Ici c'est un peu plus facile parce que je remarque le début d'un sentier. Et je me rends donc au prochain que j'aperçois là-bas. Bon là je le vois pas. On va chercher. L'orientation, niveau confirmé, la sémantique des reliefs. Il faut passer un petit collet qui est ouest-nord-ouest. Le problème c'est qu'il y en a deux, voire même trois. Donc j'en ai pris un qui était là, qui au final je pensais pas celui-ci parce que elle va faire de l'escalade. Donc je vais tenter de garder mon altimétrie pour en rejoindre un autre qui est là-bas. Donc le goulot se rapproche, ça se resserre et j'ai pu récupérer ce qui ressemble à un sentier, qui est d'ailleurs même un sentier. Donc ça me donne espoir que ça soit le bon. Je suis arrivé au collet, goulot, crête, enfin on l'appellera comme on voudra, je sais pas quel est le nom exact. Donc je viens de là et bon je sais pas si je suis au bon endroit, mais en tout cas je suis sur la bonne crête on va dire. Et dans l'idée, même s'il n'y a pas le sentier, il faut que j'y aille plein ouest, c'est-à-dire par là. Finalement c'est mon erreur parce que j'avais dans l'esprit un collet alors que dans le topo il y avait marqué un goulot, et c'est pour ça que tout à l'heure je me suis énervé avec la terminologie crête, goulot, enfin, etc. Et donc tout ça pour dire que au final un mot ça peut faire la différence. L'orientation, niveau expert, le hors sentier. Là il y a une grande crête herbeuse, il y a un premier col, et là il y a un deuxième col qui est un peu plus haut, qui serait celui qu'il faudrait que je prenne. Donc clairement il faut que maintenant que je me débrouille, mais heureusement j'ai mon ami la boussole qui me montre le chemin. Et se débrouiller clairement c'est pas gambader dans la prairie, c'est ça, c'est des blocs rocheux, et jouer avec les reliefs parce que là vous voyez ça monte, ça descend, ou encore ça, devoir marcher dans la végétation tant bien que mal et avoir perdu son objectif de vue. Donc clairement là je marche à la boussole et je vise un passage qui est derrière l'arbre qui est là. L'orientation, astuce, contourner la difficulté. Je viens buter contre cette barrière de montagne et en fait je vais la passer, mais par la petite sortie qui est ici, qui est beaucoup moins haute et beaucoup moins abrupte. Ça y est, c'est quasiment fait. J'étais donc là tout à l'heure. Il y avait quelque chose en fait que j'avais pas prévu, c'est qu'en montagne on a besoin de plus d'argent liquide que je l'aurais cru, donc il a fallu que je redescende en vallée, retirer des sous. Donc je suis à Saladru, dans une auberge où j'ai décidé de m'accorder une journée de pause complète. D'autant plus que Saladru, certes traversée par une route très fréquentée, présente beaucoup de charme avec des ruelles aux maisons en pierre. D'ailleurs, je pense que la ville doit battre son plein pendant les sports d'hiver. Quand je suis arrivé à Saladru, je commençais à manquer un petit peu en nourriture. Et du coup, je pense que ça m'a marqué parce que j'ai un petit peu forcé sur les achats. Et le résultat, c'est que j'ai jamais eu un sac aussi gros et surtout aussi lourd.
Je confirme, mon sac est vraiment trop lourd. Du coup, j'ai lâché un petit peu de semoule et un petit peu d'huile qu'on ne voit pas. Donc en attendant, je mange également les barres granitées. Après une longue marche sur des routes, je suis enfin sorti de la vallée de Saladru. Ici un paysage où je franchis la barre des 2000 mètres pour entrer à nouveau dans la montagne. Et là, c'est le lac de Rius. Bien sûr, je continue à lécher mon sac en m'attaquant à ma maxi tablette de chocolat qui regroupe 2 tablettes et demie en une. Et c'est non sans plaisir, d'autant plus que le chocolat, c'est bon pour le moral. La fin de la randonnée est proche et je dois passer avant un orage annoncé. J'ai donc fait au plus vite et j'ai planté la tente où j'étais, c'est-à-dire en pleine forêt. Mais cela était sans compter sur la traversée du matin. Je cherche les cailloux, oulala c'est froid, oulala, tant que possible. Bien faire attention de ne pas glisser, il y a du courant. Et ça au fait, c'était assez froid, c'était pas sur le parcours. C'est juste que j'ai dormi de l'autre côté du torrent. Donc je me suis infligé tout ça moi-même. Mais bon, j'ai passé une bonne nuit et c'est très froid. Putain, c'est vraiment très froid. Ah la vache. Wouah, les pieds. Ascension du col Molière. Ambiance très minérale. Le Picaneto n'est pas loin. Et l'eau est abondante, c'est un véritable festival de cascades. Quand je pense que aujourd'hui c'est peut-être ma dernière journée de randonnée sur la haute randonnée des Pyrénées pour 2019, si c'est pas la dernière, c'est une des dernières, mais quelle récompense que d'avoir un si joli paysage. Et pour la fin, je suis gâté parce que je viens de passer d'un milieu très minéral à un milieu vert avec des pâturages. Le dernier soir, au fait, j'ai merdé parce qu'au moment de planter la tente, il y a une Espagnole qui vient de voir en me disant que c'est interdit, que c'est une amende de 300 €. Au final, j'ai pris un bus qui m'a mené à Bénasque et je suis arrivé à l'hôtel où j'ai pris une chambre. Et j'ai un peu dénoté en arrivant dans l'hôtel avec mon sac à dos, les gens me regardaient et je pense que la réceptionniste a eu un peu pitié. Donc elle m'a fait un prix, on va dire, spécial randonneur. J'ai une très belle chambre, ma petite toile de tente pour le dernier soir, aller loin. Je prends comme ça vient et je vais tâcher d'en profiter à fond. Pour ma dernière montée pour rejoindre la France, je suis en plein milieu d'un troupeau avec des gros patous qui m'ont couru après, mais bon, j'ai pas trop le choix parce qu'il faut que j'avance et le sentier est en plein milieu. Moment fatidique, je laisse l'Espagne derrière moi et donc mon itinéraire de la traversée des Pyrénées pour franchir ce col qui marque la frontière avec la France. Donc voici la frontière et ça marque donc la fin et c'est sans un petit pincement au cœur, mais je me dis vivement en 2020 pour de nouvelles aventures. Ma page Facebook, 72 rayons d'espoir contre la maladie de Crohn, c'est le récit de ma randonnée et le partage de mes voyages itinérants, à pied, en vélo, et très prochainement mes débuts d'itinérance hivernale en autonomie dans la neige en raquette Poulka. Vous y trouverez également un lien vers une page de collecte au profit de l'association François Petit, reconnue d'utilité publique dans la lutte contre la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au menu de cette traversée des Pyrénées, le chef vous propose au dîner un mélange de graines de corail, semoule, purée, agrémenté d'huile et de sel.